Paulin Gauthier, il est là. Dur. Mais on t'a apporté là, je suis fier. Là, franchement, je suis fier. Tu sais quoi, j'ai dit, il vient pas cet enculé, j'y parle plus. Non. Tu peux plus ne pas me parler. Tu peux pas ne pas me parler. Alors, pédigré. Gauthier Paulin, français. T'arrives d'où? T'as fait quoi? Je suis natif de Draguignan dans le Var. Petit français, paysan. Et puis, j'ai fait du vélo, de la moto. J'ai été à l'école et j'ai donné la priorité à ma carrière sportive à un moment donné où c'était essentiel. Donc j'ai essayé d'aller à l'école tant bien que mal. De toute façon, moi je vais dire ce que je pense. Tu serais resté à l'école, t'étais dealer de drogue. Tu as préféré faire du sport, ça a marché. Non, je rigole. Le sport m'a permis vraiment de me canaliser. Et je pense que c'est la meilleure école de vie pour trouver un entourage, trouver une détermination, trouver des objectifs de vie, une discipline. C'est le juge de paix toutes les semaines et c'est le sport, donc voilà. Et j'ai 33 ans aujourd'hui. J'ai fait du vélo, du bicross de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. De l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai fait du motocross. De 12 ans à 16 ans, j'ai fait une carrière amateur. De 16 ans à 30 ans, une carrière professionnelle. Et puis j'ai tiré ma révérence, j'ai pris ma retraite sportive à l'âge de 30 ans. Et me voilà ici à 33. En bonne santé, je touche du bois, la vie est belle. Les gens ne savent pas notre histoire. On s'est rencontrés quand? On habitait dans le mobil-home ensemble. Exactement. Alors dis aux gens, on s'est rencontrés quand? Alors quand est-ce qu'on s'est rencontrés? Je vais pas tout dire, mais on s'est rencontrés quand? T'avais un Vito Bordeaux, t'avais 18 ans, t'étais Kawa officiel, j'avais 13 ans et demi. Donc j'allais faire un stage de moto l'été à Boide. Première année 125 TTR. Club dans le Haut-Var. Non, j'ai jamais eu de 125 TTR. Tu n'as pas fait la première année, c'était pas BDM? Non, j'ai appris à passer l'embrayage avec. Non, mon père, j'ai eu la chance à l'âge de 12 ans, il m'a acheté une moto, il n'a pas fait les choses à moitié, il m'a acheté un 85 YZ9. Ah, c'est de là la passion pour la bleue. C'est de là la passion pour la bleue. Pas la pastille, la moto. Hein. Non, c'était ça. Pour refaire une histoire courte. Quelqu'un a rénové, recréé un terrain de motocross à côté de la maison. On entendait les bruits, je suis allé voir et puis j'ai direct switché. J'étais à haut niveau en BMX et je me mettais pas mal la pression. J'ai voulu à un moment donné essayer la moto. La chance que mon père m'achète une 85 YZ et de là j'ai switché pour ne plus faire de compétition à l'âge de 12 ans. Et donc à 12-13 ans. Et donc j'ai switché et 3 mois après j'ai voulu faire de la compétition. Donc déjà je me suis dans le développement personnel trouvé. Parce que j'ai compris que j'étais un vrai compétiteur et que si je me mettais la pression c'était que moi. Je le savais déjà que c'est que moi parce que mon père juste double celui qu'il y a devant et il y en a un peu rien à carrer, quoi. C'est juste un gagnant mais sans avoir le paramètre autour. C'était moi le paramètre. Et du coup j'ai commencé la moto, j'ai fait directement des compétitions. Toi, on s'est rencontrés à l'âge de 13 ans quand je suis allé faire un stage à Boide, où c'était un stage 50% conneries, 50% moto. Et le courant est super bien passé, on s'est apprécié, malgré la différence d'âge. Dans toute ma carrière, je suis resté avec des gens qui sont beaucoup plus vieux, comme toi, beaucoup plus vieux. Merci. Non, mais c'est des personnes qui ont 50, 60, 70, j'ai des amis qui pourraient être mes grands-pères. Et puis voilà, donc on est resté en contact et après je te dois cette ouverture où quand un malheur pour toi, et on en reviendra sur cette histoire de malheur parce qu'on ne connaît pas le futur après ça, mais ça a fait mon bonheur où tu m'as pris sous ton aile. Tu m'as fait... C'était un concours de circonstances, on ne peut pas dire ça comme ça. Moi j'étais blessé, ils m'ont dit il faut qu'on te remplace, on a 2 pilotes, c'est ou Quasi ou Sorbi. Donc Antoine était pilote officiel Honda Martin. Ouais, officiel chez Honda Martin. Pour le championnat du monde MX2. Je me casse le MX2. genou, j'ai essayé de rouler une fois, ça ne marchait plus du tout, opéré. Ils me disent il faut qu'on te remplace. Ils ont été gentils parce qu'à cette époque-là ils m'avaient convié et ils m'ont dit voilà il faut qu'on te remplace, on veut prendre un jeune pilote. On a... pour projet de faire le team championnat d'Europe. Et du coup... Du coup, moi, je t'appelle pour avoir des nouvelles parce que c'était uniquement la pureté de la relation. Oui, mais en fait, du coup, je pense à toi, je les rappelle, je dis, mais vous voulez un jeune? Moi, j'en ai vraiment un jeune qui est très bon, il y a du potentiel. Et tu te rappelles, il m'avait dit, fais-le venir. J'étais venu te chercher, on était parti là-bas.
On avait roulé sur un circuit. Direct, ils m'ont dit putain, il est bon, mais par contre, il a jamais roulé en 4 temps. Tu faisais des rupteurs tous les 100 mètres. C'était catastrophique. Et il m'avait dit, il a un mois. Si dans un mois, il a gagné 4 secondes, on le prend. Tu te rappelles? Et on était retourné, le circuit était pourri. Et tu avais gagné les 4 secondes. Tu été très bon. Et à partir de là, c'était beau. Après... Et la réalité, c'est que par rapport au profil de la jeunesse, ce que je pense c'est dans le global ça dont tu veux parler, mon profil, c'est que mon père m'amenait une fois par semaine rouler, le samedi. Et s'il n'y avait pas de course, des fois je pouvais aller le dimanche. Et si jamais il y avait une course, je faisais que le dimanche. Donc déjà, après, il a essayé de m'amener le mercredi, mais c'était compliqué avec le travail et puis avec le financier aussi. Et donc, par rapport à la progression, on n'était pas du tout entouré sportivement et surtout à quoi faire sur la moto. Donc on avait une moto de base, tu sais d'où je viens, et ça a été une qualité, ça n'a pas été un défaut. Et à ce moment-là, quand justement j'ai essayé chez Honda de rouler en 4 temps, j'avais vraiment jamais roulé en 4 temps. C'est pas comme si jamais des potes avaient des 4 temps, etc. Mais attends, et donc, on va y revenir. Donc là, il s'est passé ça. Ils te signent, ils t'acceptent, ils disent bon, tu vas faire les 2 dernières du mondial. T'étais pas prêt? Championnat d'Europe déjà. Non. Faenza. Et la moto s'est arrêtée, la batterie était dans la selle, un fiasco. On avait la première injection. Première injection jamais faite. C'était un spectacle. Là, si on raconte nos vies, on va les perdre, ils vont jamais nous Non, écouter. juste en fait, ce que je vais expliquer, c'est ce qui s'est passé après. Tu signes dans le contrat, tout ça c'était cool et tout. Ils m'ont demandé, vu que moi j'étais blessé, de m'occuper de toi. T'es venu vivre avec moi, quoi, on vivait ensemble en fait, un peu chez toi, un peu chez moi. Et toi t'avais le permis, moi non. Ouais. Et toi, j'ai vécu quelque chose assez marrant. Tu te rappelles, t'avais pris de suite la confiance. Ah ouais, et voilà, le 8 mai était là. Donc moi je me fais opérer. Non, ça c'est après avec Jackie. Non. Moi je me fais opérer. Je pouvais pas m'occuper de toi de suite parce que j'étais vraiment mal. Du coup, je t'envoie faire un stage chez Jackie Vimon. Oui. Jackie m'appelle le premier soir et il me dit ton pote il est abruti. Toute la journée il me dit oui mais. Chaque fois je lui donne un truc, oui mais. Il me dit ouais il y a quelque chose mais il est con complet celui-là. Il dit à chaque fois oui mais. Il était dans un état le vieux. Tu te rappelles, je t'avais rappelé, je t'avais mis une branlée. Et le lendemain ça s'était mieux passé. Et suite à ça, on était rentré chez moi et à chaque fois je disais, bah, tu vois, aujourd'hui, pour celle, il me mettrait 3 secondes. Et toi, tu dis, non, mais attends, oui, mais non, mais moi. Première course, Matériel les Bassines. Non, c'était Desert Martin. Explique-leur aux gens, Desert Martin. Comment tu l'as vécu? Alors, moi, j'étais dans la cage au lion. Hein. Ah, il y en avait beaucoup des lions. Oh, là, il y en avait beaucoup. Non, j'avais 16 ans et je suis parti à la première épreuve, mais c'est après qu'on avait pu faire ces stages-là. Au début, tout s'est Non, mais c'était super bien. En fait, là où je veux en venir, tu vas voir. Dis comment tu l'as vécu. Tout s'est enchaîné très vite et je suis arrivé à Desert Martin sur une piste magnifique. Quelque chose d'incroyable, mais vrai. Et en fait, c'est une piste de sable. Donc, j'avais jamais expérimenté ça, même d'un côté amateur où j'étais pas très ordi. On n'avait pas les téléphones vraiment et pas les vidéos. Donc, moi, j'avais pas d'ordi à la maison. Donc, une piste de sable, j'étais passionné de personne, j'étais fan d'aucun pilote. Donc, je savais pas comment me référencer. Desert Martin, piste de dingue, monter, descendre des sauts partout. J'adorais les sauts. Et en fait, quand j'ai commencé à rouler, ça s'est creusé comme jamais, comme une piste de sable en Grand Prix. Hein. Et combien donc, je sais pas, j'ai pris 10 secondes, 15 secondes. 12, exactement 12. 12, ouais, je me suis massacré. Je m'en souviens très bien. Et à partir de là... Mais j'ai rien lâché. Non, t'as rien lâché, t'as été mais très ça bon. a été très dur et j'ai survécu. T'as fini la qualif, tu as quitté la moto dans le camion, tu as mis ta capuche, on t'a plus entendu. Incroyable. On a pris, le lendemain, on a pris l'avion, on est rentré à la maison. On a dormi à l'aéroport toute la nuit déjà. Ouais, je m'en souviens de ça. Oui, ça c'est vrai aussi. Parce qu'on n'y allait pas en business à l'époque. et on avait dormi sur le caddie. Ouais, ils ronflaient le hall, ce truc de fou. Parce qu'on avait peur que les bagages, de ne pas se faire voler les bagages. Du coup, on rentre chez Michou et là, plus la même personne. Là, incroyable. De suite, le Paulin Gauthier, il disait plus oui, mais. Il disait ok, d'accord. Et du coup, on va à la finale à Ernée. Bout de malade. Et là, tu rates la qualif pour combien? 0-2. 0-2. Tu rates la qualif, t'es deuxième. Non, t'es des réservistes, non, je crois. Ouais, réserviste. Réserviste, tu rates la qualif de rien du tout et t'étais à moins de 4 secondes, je crois, de pour celle. Ouais, peut-être, ouais. Grosso modo, le cap était énorme. Et là, de suite, c'était plus la même personne. Donc, on fait tout un hiver avec Jackie. Et je les regarde rouler, j'ai encore ces images de ces motos qui bougent sur le terrain et d'être spectateur. Ouais. Et de voir tout ce cursus se créer et moi de rien pouvoir faire, j'avais une vraie frustration ce jour-là. Ouais. Après, un peu de supercross. Petit excès de confiance qui revient.
Et bon, moi j'ai. Ça, c'est l'ego entre le. Non, mais je vais Léo, expliquer. Mais je dis pas non, c'est l'ego. Oui, mais non, mais tu roulais de suite un peu mieux, bien, on va en supercross. Moi j'étais blessé avec mon genou et je pouvais juste commencer à rouler. Et je te disais de faire un enchaînement, il disait oui mais. Le soir je rentre énervé, je suis au mécano, putain, prépare-moi une moto d'entraînement. J'ai envie de rouler demain, tu te rappelles, j'avais pris la moto, toi tu roulais pas ce jour-là. Et direct je fais l'enchaînement que je te disais. Et toi, énervé, le lendemain on retourne à l'entraînement, premier tour, c'était arrosé, t'avais pas vu. J'avais mis les bottes neuves. Cabane sur le chien. Ah ouais, grosse cabane. Le casque. La première, hein. Parce que jusque-là, je m'étais jamais cassé un os. Ouais, clavicule. Allez, Je l'avais dégagé. dans le sac. Donc là, grosse pause. Là, il se passe tout l'hiver, très dur avec Jackie. Jackie découvre deux personnages Emblématique. Ouais. Ah bah oui, ça c'est sûr. Et en fait, ouais, on a fait 2-3 ans avec lui, avec des gros stages hivernaux, c'était vraiment cool. Là, on en chie notre race. Jackie, il aime pas arriver deuxième. Donc en fait, le matin, on avait rendez-vous à 7h. Nous, on arrivait toujours à 7h moins 10. Puis à un moment donné, on a senti que ça piquait Jackie parce qu'il arrivait après nous. Donc il a voulu arriver avant nous. On s'était caché, on était arrivé là-bas, je sais pas combien de temps avant. On s'était caché. Le vieux, il était tout fier, on était derrière lui. On dit, bah alors Jojo, tu comptais pas nous arriver. Et là, c'était pas mal. Ouais. On s'est retrouvé dans l'ascenseur. Voilà. Et du coup, ça, comment on dirait? Parce que, tu vois, ça, c'est la différence entre motivé et déterminé. L'exemple, il est parfait. Et en fait, tout ça, grosso modo, pour expliquer aux gens, il se passe ça, on va au championnat d'Italie, on fait le Star Cross qui comptait pas pour le championnat. Tu tombes à la qualif, la moto redémarre pas qualif. Et là, on te fait la misère. Avec Jackie. Je ne me souviens plus de ça. Moi, j'avais eu un problème, on avait cassé un moteur, donc on va à l'entraînement dans la semaine. Là, tu vas t'en rappeler, tu avais fait une cabane. Tu te rappelles de ça, tu avais pris un coup de raquette sur un saut, tu avais atterri à côté de la moto, on faisait une manche. On se croisait, je revenais un peu sur toi, et toi, pour pas lâcher, tu as voulu prendre l'autre saut à fond pour remonter sur la moto, et là, tu avais pris une cabane. Ah ouais? Et Jackie dit, mais pourquoi tu fais ça? Mais t'es con, quoi? Ça lâche rien. Première épreuve, mais je vous jure que cette histoire, elle est véridique. Première épreuve du championnat. Tu te souviens de tout, toi? Toi, tu étais dans un brouillard. Ah ouais? Je pense qu'en fait, ta progression, elle a été trop rapide et ton cerveau, il n'a pas évolué avec la progression. Et du coup, on va au championnat d'Italie, première épreuve d'Assoluti Montevarchi. Les essais du samedi. Putain, Montevarchi, je m'en souviens. Paulin Gauthier, deuxième temps chrono. Et là, Jackie Vimon, on se regarde, on dit là, il y a un problème. Du coup, avec Jackie, on discute. Et Jackie discretos, en fait, il part, il va voir le chronométrage et il leur demande s'il n'y a pas un problème avec ton transpondeur. Je me souviens. Parce qu'il dit, d'après moi, ils sont trompés. Ton chrono, il est pas bon. Du coup, ça se passe ça. On dit, ben, on verra demain. Là, le lendemain matin, tu dois faire 3 ou 4e temps chrono. Il y a Aubin qui s'était intercalé avec Keroli. Et Taroux, tu dois faire 4e. Et là, Jackie, il me dit, là, il y a un problème. Le gosse, il roule pas comme ça, c'est pas possible. Et là, tu pars dans la Manche, fais de course, tu te retrouves deuxième. Je recoupe Keroli, une page, je repasse. Keroli, t'es tombé, il revient. Tu résistes un moment, il te double. Jackie me dit, ah putain, il a bien résisté, c'est cool et tout. Et là, tu le repasses. Et là, Jackie me dit, oh là 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 là, ça part en cacahuète. Là, tu le repasses, tu résistes un peu. En plus, c'était un chien de la casse, il pouvait pas te doubler. Il galère un peu et là, il te double. Et là, quand il te double, en fait, il fait une attaque suicidaire, il te repasse, il s'en va. Et puis on dit, bon, mais c'est bon, il va finir 3e. Et là, dernier tour, drapeau jaune. J'ai atterri sur un champion. Ouais, t'as atterri. Nous, on l'a vu arriver, ça a duré 100 mètres. Et là, le drapeau jaune, ils l'ont mis beaucoup trop tôt. Ouais. Et là, mon Paulin, au bout d'un moment, il dit putain, il n'y a rien, les drapeaux, ils sont pas rien. Ouais, et là, tu as sauté sur la gueule à l'autre. Ouais, il avait la moto derrière un saut à plat et j'avais plus de patience, j'ai remis du gaz. J'ai atterri, j'ai tordu la fourche Marzocchi à l'époque. Ouais. Donc. Bertuzzo. Non. Et c'était lui. Mais oui, je le revois. C'était Sestola, trou de balle. Non, c'était pas Sestola. Bon, bref, parlons peu, parlons bien. Première question. Ta définition du talent. On est là pour être franc. Complet. Ma définition du talent, pour moi, il n'y a pas de talent. C'est le mot talent, ouais, tu m'as bien éduqué. Non, le mot talent, non, tu m'as bien orienté, mais après, je me suis fait seul. Et le mot talent, pour moi, c'est plus ce que
tous les aspects que tu peux ajouter à ta carte mémoire quand tu es jeune, entre 3 à 8 ans. Et ça va créer ce qu'on appelle le talent plus tard. Je m'explique, c'est-à-dire aujourd'hui, utiliser l'embrayage, utiliser les freins. Tu prends une personne qui sait freiner comme sur un vélo, une personne qui sait freiner comme sur un scooter, comme sur une moto, le pied, le frein, l'accélérateur, l'embrayage, tout ça, ça vient intuitif. Tu mets un minot à l'âge de 5 ans dans une pelle mécanique, une 3 tonnes, pour faire du terrassement, il va prendre les joysticks et ça va devenir directement, la connectique, elle va se faire. Et ça, c'est ce qu'aujourd'hui tous les humains appellent le talent. C'est ma perception du sujet, je suis pas Dieu, mais ça, c'est ma perception. La réalité derrière le talent, après, c'est ce qu'on ajoute, c'est tous les ingrédients qu'on ajoute à notre plat, et après, c'est que du travail acharné. Okay. Non, mais c'est là où je voulais en venir. En fait, pour moi, ma définition du talent, c'est quelqu'un de doué comme toi et qui travaille. Alors, doué. Là-dessus, j'accepte que dans la vie, il y en a qui naissent avec des moteurs 1 litre et il y en a qui naissent avec des V12. Tu prends dans la course à pied un mec comme Kilian Jornet, malgré le fait que dans la partie talent, comme tout le monde appelle cette tranche de vie, le mec il est né, il allait marcher avec sa mère, il y a vraiment eu une préparation en très bas âge où il a fait beaucoup d'activités et où il a peut-être gagné 20-30% de VO2, mais en soi, il est né avec un V12. Il y en a qui naissent avec un moteur 1 litre malheureusement, mais le toucher de moto encore pour moi c'est très jeune, au lieu de penser smartphone qui n'existait pas à l'époque, ou alors au lieu de regarder la télé, je ne pouvais pas rester à l'intérieur de la maison. Donc je sortais, je faisais du vélo, etc. Donc mon toucher de moto, c'est plus mon toucher de vélo qui était peut-être x100 comparé à un autre enfant quand j'étais minot. Je mettais des parpaings avec des planches de bois, oui, je marchais pieds nus, d'accord, je mais passais après, ma journée ça dehors. vient après. Je veux dire, après, tu as eu une force de travail. Tu avais ton 8 mai qui nous faisait bien chier, mais par contre, après... J'ai supprimé très rapidement parce que là, ça... Oui, après, ça allait très vite. Mais je me souviens, une fois, on était à Souston. Et il y avait une longue ligne droite de trous, il y avait 2 tables d'affilée avec un gros trou. Jackie me faisait chier parce qu'en 4,50, il voulait que je saute les 2 tables. Là, je luxe. Je luxe. Et toi, trou de balle, t'avais rien dit, t'es parti, tu l'as fait un peu court, mais tu l'avais fait. Mais ça, toujours, en fait... Toujours obligé de me mettre le petit truc que j'ai mal fait. Hein, non, il s'arrête jamais. Je l'ai fait, j'ai sauté dans le trou. C'était majestueux. Allez, de suite on tartine, allez. Toi, t'es comme Pâques. C'est le... Merde, la culture, c'est comme le confiture. T'en as peu, mais tu l'étales, hein. C'est important. Bref, et non, vraiment, ce qui t'a démarqué, et ça, c'est indéniable, ton acharnement à l'entraînement physique. Tu as eu un physique tout le temps irréprochable. Pour moi, tu t'es un petit peu mis, personnellement, tu t'es un petit peu mis à la limite de temps en temps, et en milieu d'année, là, tu avais ce petit coup de mou qui te faisait un peu chier dans ta saison, mais tu as toujours été super prêt, tu as fait attention à ton physique, tu as fait attention à ta préparation, et pour moi, tu es vraiment le pilote français qui a apporté cette touche d'athlétisation optimale, et que les jeunes suivent et suivront encore plus. Mais je pense que tu as été un précurseur sur ça. Il n'y a pas eu un Français avant autant athlétique que toi. C'est indéniable. Et pourquoi tu as fait ça? Tu t'es fait du mal. Je me suis fait du mal. J'ai fait ça pour élever mon sport. On a commencé avec un championnat qui faisait 14 courses. Des manches de 35 plus 2. J'ai toujours été grand. Quand on s'est rencontrés, je faisais 67 kilos à l'époque où je marquais sur mon petit agenda tous les jours quand j'étais à l'Europe chez Honda Martin. Je l'ai encore avec mes pulses le matin, mon poids, etc. Et très rapidement, je faisais 67 kilos, 68 kilos. Et très rapidement, j'ai passé le mètre 80. Aujourd'hui, je fais un 87 pour 80 kilos, 78 quand je suis en forme, 80. Et ça, t'as pas arrêté, tu continues. Et après, j'ai voulu quand même rester en 2,5. Ouais, je continue. Ouais, c'est le bien-être. C'est le bien-être. Aujourd'hui, j'ai une vision de la vie où je préfère dire je t'emmerde à mon mental et je préfère être à bloc dans le bonheur de la sensation et du ressenti corporel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand c'est ou alors tu manges 4 gâteaux et en fait tu sors de table, t'es éclaté, t'as envie de dormir et t'as trop mangé, t'es pas bien. Donc là, t'as nourri ton mental, parce que t'as pas nourri ton corps.
ou alors tu nourris ton corps, et en fait, ben, le mental, à un moment donné, tu lui dis je t'emmerde et t'arrêtes de manger parce que c'est le bien-être. Et j'ai choisi le bien-être. Donc j'ai pas de mental. Pas assez. Mais Moi je sais pas dire non, on me propose toujours à boire à manger. mais pour parler, et pourtant Je suis bien éduqué moi. bien sûr, Je mais- dis pas non. et pourtant personnellement je suis dans l'excès. Si jamais il faut faire un apéro, je suis capable de dire non parce que j'en ai pas envie. Et en fait, vraiment, je veux être à ça, je veux être à 100% dans l'instant et dans mon plaisir. Donc c'est égoïste, mais je contrôle ce que je fais. Pour revenir à et c'est comme ça que je me sens heureux. Pour revenir à la préparation physique, j'ai toujours voulu être le meilleur. Donc il y a certains aspects, jugements, que d'autres, certains jugements, d'autres pourront dire il n'a pas fait assez de moto, pas fait assez de physique, pas fait assez de blabla. Et beaucoup parlent du mental. Mais la réalité, c'est que j'ai fait 100% de ce que j'ai exploité 100% de mes capacités. Et j'en suis là aujourd'hui. J'ai poussé mon corps dans les derniers retranchements physiquement, dans l'alimentation. J'ai toujours été très fort physiquement. Je le suis encore. Et c'est ça qui m'a permis de terminer 75% de mes saisons. J'étais un peu un placement garanti quand tu me signais dans un team, à faire des top 5, top 3 et des victoires. Aujourd'hui, quand je tombais, je me relevais. Et j'en ai pris des grosses. Et je pense que c'est grâce à ma préparation que je me suis relevé. Donc j'avais aussi ce respect de ma moto où si j'allais sur la moto, je devais vraiment respecter tout cet environnement par, par pure performance, mais aussi pour être solide. Alors c'est super intéressant ce que tu dis. Tu vois, dans les épisodes précédents, on a fait DV. En fait, il nous a parlé qu'à un moment de sa carrière, il a roulé dans la douleur. Dans la douleur, moi ça m'a choqué parce que il a dit qu'en fait, prenait plus de plaisir. Et en fait, il a expliqué que, alors je pense que ça c'est un peu aussi ressenti. Moi, je l'ai pas vu vraiment, j'étais jeune. Mais est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé ça? Ouais. Dans ta carrière, de rouler et que là, il n'y a plus le plaisir. Tu souffres, ça se passe pas très bien. Comment tu le vis? Comment tu réagis à ça? Ça m'est beaucoup arrivé, ça a rempli des saisons complètes. Et j'avais encore une fois, c'est le développement personnel, à comprendre pourquoi. Et j'avais beaucoup de mal avec tout l'entourage. Alors déjà, j'avais le plaisir de la performance. Des fois, j'avais plus le plaisir de rouler, mais j'avais toujours le plaisir de la performance. Donc en soi, le plaisir, il était quelque part. Si jamais tu te réveilles le matin, tu penses que tu vas bien manger, tu vas remplir le compte en banque, tu vas t'amuser, tu vas te faire des amis, il va faire beau, il n'y aura pas de vent, le business va aller bien, la famille va aller bien, c'est le monde des bisounours. Donc la réalité, c'est savoir pourquoi tu le fais. Et tous les jours, tu vas pouvoir avoir 10 aspects négatifs pour un positif pour te décourager. Et la réalité, personnellement, j'avais dans mon cursus le plaisir et l'amour de la performance. Donc là-dedans, tout ce que je faisais, c'était pour ça. Mon entraînement physique, mon alimentation, monter sur la moto, et j'allais trouver du plaisir là-dedans. Donc 100% de mes entraînements étaient plaisants à la fin. Je faisais from a bad day, I make it a good day. Quand il y avait de la pluie, quand il y avait du vent, quand c'était des conditions difficiles, on est en extérieur. Et donc là-dessus, je me régalais. Donc tous les jours, je rentrais à la maison satisfait et heureux du travail accompli. Après, c'est une vision globale que tous les sportifs, à un moment donné dans leur carrière, ils ont une vraie difficulté, c'est que tous les week-ends, il y a un juge de paix. Et dans le business, tous les ans, tu fais ton bilan et tu vois, bon, je fais une bonne année, une mauvaise année. Les collègues, tu leur dis pas trop, ou tu leur dis, ça c'est le monde, c'est le monde réel. C'est le monde réel et tout est caché, tout est paraître. Le sport, c'est la vraie vie. Il n'y a pas de filtre. Tu vas là, Supercross de Paris, tu vas derrière la grille. Le juge de paix, c'est que t'es blanc, t'es noir, t'es jaune, peu importe la race, fille, garçon, tu gagnes ou tu te fais laver. Et donc là-dessus, mentalement, il y a des blessures, il y a des performances, il y a des acharnements de performance où tu fais toujours battre, et à un moment donné, tu y arrives. Et tout encore une fois, c'est le process où c'est super compliqué. Donc, tu me parlais de David, quand il disait qu'à un moment donné, il n'a plus de plaisir, et forcément, à un moment donné,
le premier médecin qui va te prendre en consultation, il va dire, monsieur, vous êtes dépressif, arrêt de travail, 15 jours, donnez-moi votre carte vitale, si vous voulez, on prolonge, tenez, prenez tel cachet. Non, le sportif de haut niveau, et ça encore, c'est un travail. Le sportif de haut niveau, tu es ton propre business, tu es ta propre performance, tu es ta propre conscience, tu es ton propre corps et tu es ta propre représentation. Donc la réalité, c'est que tu es à 100%, 101%, ça n'existe pas, tu es à 100%, tu as tout ce que tu as, de ton être, est impliqué dans ta performance. Donc là, tu n'as aucun échappatoire. Et donc forcément, le plaisir, la dépression, c'est des mots qui sont durs, mais c'est des mots qui existent. 100% des athlètes ont été déprimés un jour. Je veux dire, quand tu te casses un genou, tu rentres chez toi, c'est quoi qui t'arrive? Moi, quand je perds, c'est forcément un dip. T'arrives, me dis pas que t'étais content, que t'avais la même saveur de manger, la même saveur du plaisir, la même saveur de te réveiller le matin. C'est pas, il y a toujours un moment de dip. Je l'ai pas vécu comme ça, mais c'était une expérience de vie. La deuxième était très dure. T'étais là, tu l'as vu. Plus trouver team. C'était dur pour moi aussi, hein. Bien sûr. Mais je me suis pas senti déprimé. J'étais frustré, mais pas déprimé. J'ai rien lâché. Tu te rappelles, je suis revenu avec la Kawa en tant que pilote essayeur. Je suis parti sur les Huskies, c'était très dur. Après, voilà. Après, aujourd'hui... Là-dedans, il y a une faculté d'acceptation. Il faut comprendre toutes ces erreurs et ton chemin. Et je pense que si tu mets ton ego de côté et t'enlèves ta carapace, il y a forcément un moment où tu comprends les choses, de pourquoi elles sont arrivées. Et là-dessus, il y a un moment où, j'aime pas comme le talent dire la chance, non, mais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais des fois, il y a des choses qui s'alignent et il y a beaucoup de paramètres qui font que ça s'aligne plus facilement des fois que d'autres. Et clairement, quand tu arrives dans une situation où tu dis j'ai rien lâché, oui, tu n'as rien lâché, mais c'était dans la douleur et c'était négatif. C'était pas dans la performance positive. Et là-dedans, c'est non, je c'est l'ai un pas cercle vécu comme vicieux. ça. C'était dur à accepter parce que tu te rappelles, Molson, il m'avait fait une proposition de pilote essayeur. Il m'avait dit, tu auras 3 wildcards par an, il y a 4 pilotes, dès qu'il y en a un qui se blesse, salaire de mécano avec des gros bonus. Sachant que toi, il venait de signer, c'était après Bercy. Je t'avais mis une belle branlée à l'entraînement. Tu étais monté en l'air. Chez les Blanquets, tu te rappelles pas, ça s'était fini à l'hôpital, t'étais cramé, mon garçon. C'est comme ça, la charge. Non, mais tout ça pour dire qu'en fait, non, j'ai pas lâché parce que j'avais encore ça, frustré, j'ai mis mon ego de côté. Je suis allé en enduro, j'ai dit je vais faire une saison, je me suis aperçu que c'était mon sport, je ne reviendrai plus jamais en cross. Après moi, personnellement, tu vois, ce que moi j'ai vécu, moi je suis dans la transmission, j'aime bien transmettre mon savoir. Ta connerie. Ma connerie. Tous ces champions français, c'est des patrimoines. C'est comme si toutes les églises françaises, on les fermait. Je répète la même phrase à tout le monde. Et qu'on n'a pas le droit de les visiter. Moi, aujourd'hui, je te vois comme un ambassadeur de chez Yamaha, comme un grand frère. Bénistan. Il ne faudrait pas y taper sur l'épaule, c'est le moment, là. Tu lui dis, mon garçon, la ligne, elle est là. Tu vas là-bas, c'est pas bon, faut aller là. Tu ne te sentirais pas de le faire, ça? On ne parle pas de business. On parle juste que ce garçon, il y est là, il faut l'aider. Je pense qu'avec toi, en fait, à un moment donné, malheureusement, j'ai redémarré ma carrière en cross, on s'est un petit en enduro, on a pris un peu de distance. Et je pense que j'ai pas été assez de bons conseils à des moments donnés, tu vois. Moi, je m'en veux un petit peu parce que de ce que j'ai vu le jour de ce que j'ai vu le jour au Supercross, la première fois que je t'ai vu rouler, la progression que tu as fait en semaine, moi, tu as fait une très belle carrière, c'est indéniable. Tu as été, et tu es toujours un très bon ambassadeur, tout ça. Mais ton bagage technique, ton toucher de moto, aujourd'hui, quand je vois le niveau des Français, je me dis, mais là, on a quand même un gros travail à faire. Je veux dire, aujourd'hui, je vois des choses que toi, je t'ai jamais vu faire. Je t'ai jamais vu piocher en Supercross. Ok, tu arrives du Supercross, mais tu as un savoir. Tu es un sachant, tu es le fils à Raoult. Tu voudrais pas... Oui. C'est dommage, tu vas l'apporter. Ton savoir, tu vas l'emporter dans ta tombe. Putain, fais-en profiter les gens. J'en fais profiter, j'en fais profiter au moment opportun, au moment juste. Après, je pars du principe où il faut être demandeur. Et, on est d'accord. Quand tu vas, tu t'imposes, c'est compliqué. Le transmettre, j'ai une passion du sport. Je fais partie des gens, quand je viens ici, j'aime voir, j'aime les gestes techniques. Ça me nourrit.
Et comme j'aime le sport d'une manière générale et toute la progression possible sur le savoir de l'être humain dans la performance alimentaire, sportive, en moto. Tu t'es exprimé en disant Bénistan, pourquoi ne pas l'aider? Thibaut, il est dans son cursus personnel que peut-être pas tout le monde connaisse ce qu'il vit, et peut-être que je le sais pas, et je le sais pas moi non plus. Il a eu une saison un petit peu compliquée. Il y a sûrement 1000 réponses à cela. J'espère pour lui qu'il les a. Après, il n'est pas plus demandeur que ça, mais peut-être qu'il est demandeur avec d'autres personnes et peut-être qu'il est en train de mettre en place une stratégie pour pallier à ses points faibles. Aujourd'hui, c'est pas vers moi qu'il s'est dirigé, c'est peut-être vers quelqu'un d'autre, et ça, c'est son chemin personnel. Est-ce que c'est le bon choix ou pas? Non. Il y a les 10 dieux, il y a les 100 sorciers sur Terre qui vont dire c'est le bon, c'est moi je. Je fais partie des gens où j'aime bien analyser et laisser faire les choses. Là, il est sur un certain travail. Est-ce qu'il dévie pas? J'ai mon opinion là-dessus. Mais est-ce que mon opinion est le juste? Non, je pense que c'est à la jeunesse. Il arrive après toi. Il arrive après moi. Il fait partie des hommes forts de cette nouvelle génération où, pour moi, je peux l'apprendre sur l'expérience. Oui. Mais c'est à lui de nous apprendre et là-dessus de ne surtout jamais paramétrer un jeune enfant qui nous fait voir tant de nouvelles choses. Et pour moi, il a beaucoup plus de paramètres qu'un Carmichael, qu'un Stewart, que toutes les légendes. C'est à eux d'écrire l'histoire. Nous, on est dans le passé. Non, je suis d'accord. Donc là-dessus, mais le partage d'expérience, tu sais, moi, on m'a fait intervenir des fois sur des partages d'expérience. Mais sans ça, juste, tu sais, toi, tu as fait des conneries. Je te coupe. Moi, j'en ai fait aussi. Je te coupe. On a une personne en face qui va aller dans le mur. Tu vois qu'il va dans le mur. Mais si je te dis, Antoine, aujourd'hui, je te donne telle diète alimentaire, tu dois suivre ce programme. Tu vas me regarder, tu vas me dire, toi, tu me fais bip, va te faire bip, et ça, je vais pas le faire, laisse-moi tranquille. Il faut que ça vienne de ton intérieur profond, de savoir que c'est bien pour toi, et tu vas le faire, et tu le feras mieux que quiconque, parce que c'est ta motivation personnelle. À un moment donné, est-ce que la technique dans l'approche, elle n'est pas mieux que ce mur, ils le prennent, pas trop fort, pour après se mettre dans le chemin. Tout le monde le sait qu'il va le prendre, mais est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un lui a parlé? S'il faut, il a déjà stratégiquement quelque chose dans son... créer un entourage où il va réussir. Je sais pas, j'ai pas discuté avec lui. Mais ce que je veux dire, c'est que face à ces caméras, il y a beaucoup et trop de personnes qui parlent sans savoir et qui dénigrent le mental d'un athlète. Ouais, mais si jamais tu parles du mental, tu te lèves pas le matin pour aller aux toilettes, tu vas pas le midi pour aller manger, tu respires pas, tu n'as pas d'émotion, tu n'as pas de vibration, tu n'as pas d'envie. Le mental aujourd'hui il génère tout. Et c'est Je suis d'accord avec toi. Et là-dessus, quand tout le monde dit ouais, mentalement il est faible, un mec, j'ai vu 100, je peux te donner 10 exemples de personnes faibles qui sont bien entourées et qui ont fait des saisons fortes. Et c'est vrai que par contre, si jamais tu les mets au fin fond de l'Himalaya, les faibles restent les faibles. Mais on fait partie d'un sport où, bien entouré, malgré que le sport soit un des plus durs au monde, je le pense, parce qu'il y a énormément de paramètres, l'aspect mental, il fait, mais la discipline est plus importante que le mental dans notre sport. Tout à fait. Et l'entourage. Mais après, tu sais, j'ai un projet, on en a discuté, tu m'as dit... Fais-moi le plaisir, c'est moi qui fais ta préparation physique et ton entraînement. Mais je vais le faire. Là, je ne suis pas encore prêt, structuré dans ma vie. Dans 2 mois, je te dis, mon garçon, on est fin janvier, on y va. Et tu sais très bien que ça va être un effort pour moi. Mais tu es venu, tu m'as dit, attention Antoine, tu es vieux, si tu vas faire ça, tu vas te faire mal. Tu m'as dit, toi, tu as eu l'impression de parler à un mur. Non, je t'ai fait passer un message qui pour moi je l'ai retenu très bien. Voilà, que j'ai un message et je vais revenir vers toi en te disant, au fait, tu m'as dit ça la dernière fois, je m'en souviens. Et tu vois, Bénistan, je te dis juste, tu l'attrapes, tu dis, oh garçon. Mais gentiment, tu sais, avec un tact.
Après, je te dis ça, mais avec tous les pilotes français, aujourd'hui, tu es le grand frère de tous ces pilotes. Tu es en haut de la pyramide. Alors, tu viens de prendre ton exemple. J'ai du mal avec les interviews actuelles où c'est moi-je parce que je suis pas nostalgique de ce que j'ai fait. Et là, c'est vrai que toi, c'est comme tu dis, tu veux que les légendes de ce sport partagent. Donc, on parle beaucoup de moi. Mais parlons de ce que tu viens de dire. Tu as reçu un message lors de cet appel où je t'ai dit, Antoine, tu as un certain âge, t'es pas en forme. À l'apéro, je suis très bon. T'es pas en forme physique pour réussir l'objectif que tu veux atteindre, mais tu peux le faire. Et là aujourd'hui, tu me dis, j'ai retenu ton message. Donc ça veut dire que mon message est passé. Certaines personnes, je leur ai fait passer un message et il n'est pas passé. Ah, mais là, c'est peut-être pas le moment pour eux. Oui, mais du coup, toi, t'as plus de... Moi, quand je l'ai pas fait, j'ai de la rancœur. Ouais. Tu vois, Bellino, il est arrivé à un malheur. Quand j'ai vu qu'il prenait l'avion, qu'il mettait son sac dans la soute, j'ai dit, putain, il faut que je l'appelle, il faut que je le calme. Et je ne l'ai pas fait. Et aujourd'hui, je m'en veux. Alors, c'est personnel. Mais aujourd'hui, je m'en veux de ne pas l'avoir appelé, de ne pas lui avoir dit, ça va le faire. Prends ton temps, n'essaye pas de suivre, apprends. Tu es là, tu es au pied du mur, attends. Et en fait, il est allé comme s'il faisait de l'enduro. C'est comme ça. Ça s'appelle l'intuition. Et l'intuition, tu peux la développer. Donc si jamais toi, dans ton talent, on a parlé tout à l'heure du talent, tu es intuitif, il faut t'en servir. En tout cas, c'était bien sympa d'avoir parlé avec toi, mon petit. On pourrait parler encore 1 heure, j'ai envie de poser 1000 questions, mais on le refera. Est-ce que tu reviendras? Est-ce que l'interview a été intéressante? Je reviendrai. Et je pense que tu seras bon dans ce cursus parce que tu es une personne intéressante. Et ça me fait plaisir. Non, mais c'est réel, tu sais de ce que je pense de toi. Non, mais j'ai d'autres sujets, mais ça serait beaucoup trop long. Et on y reviendra peut-être dans 1 an, quand tu auras fait d'autres nations. Et on en reparlera. En tout cas, c'était très cool. Merci, Gauthier. Merci de m'avoir reçu, mon cher et tendre.